Zaja Charles Naparstek est né en 1924 à Varsovie. Ses parents émigrent à Paris alors qu'il est petit. La famille compte 7 enfants. Après l'école primaire, Charles reçoit une formation de prothésiste dentaire à l'école de l'œuvre Reconstruction Travail, l'ORT, l'école technique juive de la rue des Rosiers. Le 19 juillet 1942, Charles est arrêté par les Allemands avec Raymond, un de ses frères, en tentant de passer clandestinement la ligne de démarcation. Interné à Bourges, Orléans, Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy, Charles est déporté le 23 septembre 1942. Tout, hommes, femmes, enfants, tout mélangé. 100 par wagon, comme tous les wagons. Des poussées, des déjections partout. On arrive à se reposer un petit peu parce qu'on avait repoussé une partie des gens d'un côté qui étaient en sardine, assis les uns entrechevêtrés les uns entre les autres, et pour permettre à certains de s'allonger, et ainsi de suite, on s'est relayé comme ça. Mais on mourait de soif, on mourait de faim. Mais on vous avait mis une tinette, tu dis, des éjections partout. On avait dit, bon, une tinette. En combien de temps crois-tu qu'elle a été pleine, cette tinette? Avec 100 personnes à bord. Des malades? Il y a eu des malades, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a eu des malades au départ et des malades en plus à l'arrivée. Je ne me rappelle pas s'il y avait des morts. Combien de temps, voyage? 2 jours et 2 nuits. Et vous êtes resté toujours avec votre frère, près de votre frère? Oui. Oui, j'étais toujours près de mon frère. On est arrivé à Birkenau, à Auschwitz ensemble, et on s'est trouvés séparés que fin 42, parce que j'ai été sélectionné pour être dans un autre commando. Et comment s'est passée l'arrivée, après un voyage aussi atroce? L'arrivée, vous arrivez avec des gens qui vous disent, d'abord, on est resté, alors là, autant il a fait chaud la nuit, il a fait froid là-bas, à Auschwitz. On a été à poil toute la nuit dehors, le temps de nous épouiller, de nous couper les cheveux, de nous tatouer, et puis de faire l'appel, et de refaire l'appel, et de recompter les gens. Et puis de nous dire, vous voyez les flammes que vous voyez là-bas, c'est ceux qui sont avec vous qui ne sont pas là, qui s'en vont là. Le travail au Canada consistait à réceptionner les convois. Il est évident, quand je dis réceptionner les convois, ce n'est pas la vérité, c'est une image. On était simplement chargé à coups de bâton de décharger. Les Allemands, les SS faisaient descendre les gens des wagons. Quand ça n'allait pas vite, c'était à coups de bâton. Et nous, on était chargés après, lorsque c'était dégagé, à coups de bâton, de dégager les bagages et de les charger dans des camions afin qu'ils soient transférés dans ce qu'on appelle le Canada intérieur, on peut l'appeler comme ça, où on triait tous ces effets-là qui partaient, puisque les bagages étaient confisqués, tout était confisqué. Nous, on arrivait, alors lorsque j'ai parlé de corruption tout à l'heure, on peut en reparler, parce que c'était une véritable corruption entre les SS et nous. Parce qu'il est évident que lorsque les bagages, nous savions qu'ils étaient confisqués, nous prenions tout ce qui était prenable. Lorsque un SS voulait faire plaisir à une jolie dame, si elle voulait des bas de soie, c'est par nous qu'il devait passer. Nous, si on se faisait prendre, c'était 25 coups de bâton, mais eux, ils étaient passibles de la peine de mort. Donc c'était par nous. Donc on savait certains jours qu'on pouvait ramener tout ce qu'on voulait. Bien entendu, le capot corrompait, le capot du commando qui était un juif autrichien qui s'appelait Hans, corrompait les SS, et bien entendu, tout ce qu'on ramenait, il fallait donner une partie au capot pour qu'il puisse dédommager. Mais malgré tout, on ramenait, en général, on essayait de voler le plus possible des valeurs.
de l'or, des dollars, des tas de choses de ce genre. Mais il y a eu pendant 2 ans, ça a été une véritable corruption entre les SS et les membres du Canada. Ce qui nous permettait tout de même de rentrer un tas de nourriture, qui nous permettait tout de même d'aider énormément de gens. Vous avez été témoin de l'arrivée des convois, c'est-à-dire que vous étiez sur la rampe, Ah ben, et donc évidemment. vous êtes les mieux placés pour nous parler de l'arrivée des convois, et c'est ça que j'attends. J'ai toujours considéré que nous étions le second Sonderkommando, Voilà, exactement. que nous étions peut-être même le premier Sonderkommando, Exactement. Parce que vous les voyez vivants à l'arrivée. parce qu'on les voyait vivants à l'arrivée, et que souvent, on avait des instructions par le capot. Et je crois qu'il y a eu Samy pendant un moment, moi, Philippe, où on était chargé de perdre les femmes jeunes, de prendre des enfants en bas âge et de les perdre dans la foule, pour permettre aux femmes de rentrer au camp. Alors, Samy, c'est Samech Bloom. Oui. Philippe, c'est Philippe, Vodka. c'est Philippe Vodka. Voilà. Alors, explique pourquoi. Parce que c'était le seul. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi? Parce que de toute façon, la femme, avec l'enfant bas âge, était condamnée. Ils ne séparaient pas les femmes des enfants. Ça veut dire que quand une femme arrivait avec un enfant en bas âge, elle allait passait directement, à la chambre à gaz. elle passait directement à la chambre à gaz. Et alors, votre action? Était de perdre les enfants dans la preniez masse. les gosses. Vous savez, quand vous aviez 1000 personnes qui arrivaient sur le... Je ne sais pas si vous êtes allé à Auschwitz, sur la rampe, ça faisait du monde. Et c'était au moins 1000, quelquefois plus, des fois 1500 personnes. Alors, l'essentiel, si on arrivait à prendre un enfant et à le séparer de sa mère avait le temps d'être sélectionnée pour rentrer au camp. Comment réagissaient les femmes? Comment réagissaient les femmes? J'aime mieux pas en parler. Comment réagissaient les femmes? Nous étions probablement des voyous. C'est ce qu'elles pensaient certainement. Que vous les sauviez? Elles s'en rendaient compte après, mais pas pendant. Alors quelquefois, il prenait l'enfant d'une jeune femme, il le mettait dans les bras d'une femme âgée. Ou quand il y avait une jeune fille qui tenait un enfant, il s'arrangeait. Alors quand il pouvait le leur dire, il leur disait, mais ils avaient l'interdiction de parler. Non, on ne pouvait pas leur dire. On ne pouvait pas leur dire. On aurait éventé la mèche. Il ne faut pas oublier qu'on avait régulièrement Mengele sur le paletot. Régulièrement. Est-ce qu'il y avait des chiens à l'arrivée? Je me souviens pas. Bien sûr qu'il y avait des chiens. Bien sûr qu'il y avait des chiens. Tenus en laisse, mais il y avait des chiens qui pouvaient être lâchés à n'importe quel moment. Et j'ai des souvenirs, mais ils ne sont pas très précis. Ça se passait comment? Le train s'arrêtait? Oui, on ouvrait les wagons, c'est-à-dire beaucoup d'essais étaient là. Ils ouvraient tous les wagons pratiquement en même temps. J'ai le souvenir Et là, de vacarmes, de cris. Des hurlements. Los. Leur truc habituel. Hein. On séparait les hommes des femmes. Pas dans un premier temps. Dans un deuxième temps, au moment de la sélection. Est-ce que les gens avaient conscience du danger? Absolument pas. Personne n'avait conscience. En aucun cas. J'en ai pas vu avoir conscience. Si, peut-être quelques convois venant de Pologne, peut-être. Venant de Varsovie ou de Lodz. Tu as vu des convois venir d'où? Mon Dieu. Du début janvier 1943 jusqu'à la fin, lorsqu'on a commencé à démolir les crématoires, parce que moi je suis resté à Auschwitz, je ne sais pas si tu es resté. Est-ce que tu y es resté au moment de la démolition des crématoires ou tu as été envoyé ailleurs? Non, je ne crois pas, tu as fait l'évacuation. Bon, ça doit être
On a dû commencer à démolir les crématoires en septembre-octobre 1944. Jusqu'à ce moment-là, des convois. D'où? Mais de partout. On a fait tous les Grecs, tous les convois de Grecs, tous les convois de Hongrie, c'est-à-dire les 800 000 Juifs de Hongrie. Et c'est là d'ailleurs qu'on a formé qui a été formé deux commandos du Canada, c'est-à-dire les jours, les Tagschirse et les Nachschirse. Équipe de jour, équipe de nuit. Et vous étiez? Nous étions? Oui, équipe de jour ou équipe de nuit? Vous étiez équipe de jour ou de nuit? Pas forcément régulièrement. Ah, Ça pouvait être aussi bien l'un, alternativement. Ça pouvait être l'un ou l'autre. Donc tu as vu des convois arriver de France? Bah évidemment, j'ai surtout surveillé les convois de France pour voir si ma famille arrivait. Évidemment. J'ai vu arriver Jean Gottfried. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. Bon, Jean Gottfried, je l'ai vu arriver. Oui. C'était un garçon de chez moi, de les Amandiers. Tu as vu des gens que tu connaissais? Bien sûr. Qui sont rentrés dans le camp? Ils sont rentrés dans le... Bah, oui, parce que c'est des jeunes que je connaissais. C'était surtout des hommes et des jeunes. Est-ce que tu as eu l'occasion d'influencer quelqu'un pour qu'il aille du bon côté? Est-ce que ça a été possible? Pas possible. Pas possible. On était trop surveillés, pas possible. C'était au détriment de ce que l'on pouvait faire entre la séparation des femmes et des enfants. C'était au détriment. Il fallait extrêmement être... On avait sur le paletot Kramer, le commandant du camp, et Mengele, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mengele, vous savez qui il était? Mengele. Je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Oui. Non, mais vous pouvez rappeler. Bah, c'était le médecin spécialisé dans les jumeaux. Alors, il était toujours à la rampe, à chaque convoi, pour choisir quels étaient s'il y avait des jumeaux de n'importe quel âge, de façon à pouvoir faire des expériences sur les jumeaux, pour la multiplication de la race allemande. Y compris les enfants? Ah oui, y compris les bébés, les nouveau-nés, les adultes, non, tous les jumeaux. Et dans la baraque où j'étais avec ton frère, la baraque 29, la baraque des jeunes, il y avait des jumeaux? Oui, ils ont échappé, ils ont passé à l'as. Ou alors il en a dû trop Non, ce jour-là. ils étaient là parce que jumeaux, c'était des enfants jeunes. Ou à Auschwitz, À à Birkenau, Birkenau, là où vous étiez. en attente. Oui. Qu'est-ce En que- général, ils les emmenaient directement. Hein. Enfin, il y en a eu. Oui. J'en ai connu. Oui. Une question encore. À l'arrivée, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des morts dans les wagons? On a reçu un jour un convoi où pratiquement tout le monde était mort. Qui venaient de où? Il venait de Pologne, je ne peux pas te dire où. Il paraît que ce convoi avait tourné pratiquement sur place pendant 3 jours et 3 nuits, sans faire de kilométrage, sans faire de route. Et ils étaient brûlés comme à la chaux vive. Quand on a descendu les cadavres des wagons, la peau nous restait dans les mains. Sans compter, dans tous les convois, il est arrivé des morts. Dans les convois hongrois, dans les convois grecs, il est arrivé de Grèce, de Hongrie, il est arrivé des morts. Mais je n'avais vu qu'une seule fois des wagons remplis de morts. C'était les Juifs polonais. Oui. Ou des Polonais ou des Tchèques. Je me demande s'ils ne venaient pas de Theresienstadt. Est-ce que vous avez accueilli des convois de non-juifs, de gens qui n'étaient pas des juifs? Est-ce que pour ça, on vous mobilisait aussi? Des convois de non-juifs, il n'y en a pas eu. Il y a eu que je connaisse, il n'y a eu que des cas séparés. Les non-juifs sont arrivés venant d'autres camps. Ben, les survivants étaient des dégourdis. Hein. Autrement, ils n'étaient plus survivants. Ils étaient morts depuis longtemps. Vous n'avez qu'à lire toute la littérature de ce qui se fait 4 à 6 semaines de vie, en dehors du spécial. Donc, je reviens à la question de Henri. Vous avez rencontré vous avez revu votre frère, mais vous ne vous attendiez pas à le revoir. Non, Vous pas avez- du tout. Je ne m'attendais pas à le revoir. Non plus.
Non, non, je ne m'attendais pas à le revoir dans le camp. Dans le camp, oui. Vous saviez qu'il était vivant, mais... Je crois même que c'est quelqu'un qui m'a dit que mon frère était arrivé. Je ne me rappelle pas très bien. Je sais que je l'ai retrouvé. Peut-être Klinger, qui a dû le voir rentrer, Peut-être Jacques Klinger. qui était dans les bureaux et qui a vu le nom passer et qui a su peut-être à ce moment-là. Comment vous l'avez trouvé? Parce que je ne sais pas quelles étaient les conditions de vie quant à lui, peut-être. Est-ce qu'il il était affaibli? Il était affaibli, très amaigri. Il n'avait plus de vitalité. Lui qui était tellement plein de vitalité, je dirais même, on aurait pu dire que avant notre déportation, c'était le caïd de la famille. Je ne peux pas vous expliquer ce mot. D'ailleurs, entre nous, nous l'appelions le caïd. Bah, c'était plus le caïd. Hein. Il avait beaucoup régressé sur le plan de la vitalité, sur le plan du... D'ailleurs, il avait raison, puisqu'il a été abattu quelques mois plus tard. Alors. Faisant partie de ce qu'on appelait la nomenclatura, ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait l'aristocratie du camp. Le Canada, certains autres commandos, des commandos de prestige, je ne les ai pas en tête. La cuisine, par exemple, oui, la cuisine. On avait des accointances, moyennant ceci, moyennant cela. Pour ceci, je te donnerai cela. Vous savez, quand je donnais un brillant, un contremaître polonais par avoir une bouteille d'alcool, il avait quand même un gros brillant pour peu de choses. Ou quand on donnait des valeurs aux uns ou aux autres pour acheter des cigarettes ou n'importe quoi, c'était du troc. On faisait que du troc. Donc, il se trouve qu'avec ce capot, j'étais en très bon terme parce qu'il a eu besoin de moi et je lui ai donné ce qu'il avait besoin. Et le jour où j'ai eu besoin de lui, il m'a renvoyé l'ascenseur. Est-ce que tu pensais qu'on pouvait sortir vivant de Birkenau, Auschwitz? Non, on vivait au jour le jour. Chaque jour, j'aurais pu te dire oui, je survivrai. Mais pas un mois à l'avance, ou 2 mois à l'avance, ou 3 mois à l'avance. C'était oui jusqu'à demain? Oui, jusqu'à demain. Jusqu'à après-demain. Et demain jusqu'à demain. Et surtout faire très attention, lorsqu'il y avait une sélection, de ne pas se mettre à côté de quelqu'un qui était malade et qui était boursouflé. Parce qu'il y avait des boursouflés. Et si on se trouvait à côté d'eux, on paraissait maigre, on paraissait musulman. Alors il fallait faire surtout très attention à ça. Mon frère était avec moi, oui. On a marché toute la journée. Je ne me rappelle pas où on a couché le soir. Enfin, couché. Où on a été mis le soir, dans des salles. J'ai attrapé un phlegmon dans la gorge. Et je ne sais plus qui m'a opéré un soir, avec une fourchette et un couteau qui avait été affûté. 2 ou 3 copains qui me tenaient chaque bras. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire. Ça doit être 2 jours après. Et on m'a opéré comme ça, il m'a crevé mon abcès. À l'intérieur? Oui. Oui, il a fallu vraiment qu'on vous... Pendant la marche de la marche. Pendant la marche. Et vous deviez avoir une fièvre. Je ne pouvais même plus manger. Alors, vous savez, quand un déporté vous dit qu'il ne pouvait plus manger, c'était l'article de la mort. Non, mais heureusement que j'ai été sauvé par je ne me rappelle pas qui c'est. Donc 2 jours ou 3 jours après, on a été à Grossrosen. On est resté un jour ou 2, on a été chargé sur des trains de charbon, c'est-à-dire où il n'y avait plus de charbon, mais il y a encore, c'est-à-dire des wagons découverts. Et ben là, j'ai vu les gens mourir comme des mouches. On en jetait je ne sais combien sur les voies au fur et à mesure. Et puis je me suis retrouvé à Flossenburg. Ça a duré combien de temps, le train? J'en ai plus souvenir. Je sais que ça a duré longtemps. Ça a duré du 18 janvier au je ne sais quoi, jusqu'au mois de mars, avril, à traîner et à marcher
à trader et à marcher, D'un camp à l'autre. d'un camp à l'autre. Donc, Grossrosen, Flossenburg. Après, j'ai travaillé dans un autre camp. J'ai travaillé... Je vais vous demander juste un instant. Hein. Vous avez dit Toujours avec ton frère. Toujours avec mon frère. Grossroden, Flossenburg. Et de Flossenburg, bon, bah, les Russes arrivant, les Alliés de l'autre côté, on nous a transportés sur un camp qui n'était pas très loin de Strasbourg. Ça doit être à une centaine de kilomètres de Strasbourg, c'est en Bavière, ça s'appelle Ganaker. De Ganaker, nous avons travaillé, toujours avec mon frère là, nous avons fabriqué pendant près d'un mois des pistes d'avions à réaction. C'est-à-dire que les Allemands avaient les premiers avions à réaction et les essais étaient faits dans ce camp. Les déportés étaient chargés tous les 20 mètres de faire un trou d'homme pour les sentinelles de façon que si on bombardait, ils soient protégés. Et nous, on était chargés de fabriquer les pistes. Un jour, nos sentinelles, qui n'étaient plus des SS, hein, c'était des gens de l'armée de terre, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu une palabre, il y a eu des palabres entre eux, et ils ont dit, faites ce que vous voulez, nous on fout le camp. C'était vers la fin, et on s'est retrouvés. Là, on ne savait plus quoi faire. Hein. On s'est retrouvés vraiment des misérables, encore plus misérables qu'avec notre escorte. Parce que faire quoi? Un soir, la nuit tombait. Alors chacun est parti de son côté. Moi, je suis parti avec mon frère et un copain du prénom de Ben. Je n'ai jamais su son nom exact. Et on allait chercher vers un village. On voyait un village au bout d'une route. Mais tu connais peut-être ça. Comment Raymond est mort. Et cette route, on cherchait donc un endroit pour la nuit. C'était extrêmement dangereux. Et on marchait sur une route, on a vu arriver en sens inverse une petite voiture à cheval avec 3 SS, 2 soldats et un officier. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait perdu sa vitalité, même effectivement psychiquement. On a été arrêtés par ces SS qui nous ont demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Alors on leur a expliqué en allemand. On nous a libérés. Notre escorte, nos sentinelles, nous ont lâchés et ils ont dit « Vous êtes libres ». Et le SS, l'officier, a dit « Ich werde ihn befreien ». Je vais vous libérer. Alors j'ai vu Ben tomber, j'ai vu mon frère tomber. Moi je me suis enfui, ils ne m'ont pas touché. Ils m'ont tiré dessus, ils ne m'ont pas touché. Et je suis revenu un peu plus tard. Ce qui était curieux, c'est que je n'ai pas trouvé le corps de Ben. Effectivement, il s'est jeté à terre. Il n'est pas mort. J'ai vu mon frère, la tête éclatée. Il y avait des paysans allemands autour. Et ils m'ont promis de l'enterrer. Ou je ne sais pas. Hein. Je ne me rappelle pas le nom du lieu dit, ni du lieu. Ou je ne sais pas. Et je leur ai demandé où est-ce qu'il y avait un camp. Parce que du coup, j'avais peur. Il valait mieux être dans un camp que mort. Et c'est là que je me suis retrouvé à Trotzberg. Où je suis arrivé avec des soldats qui essayaient de réparer un petit peu, de nous donner à manger. Des soldats. Des Wehrmacht.
Soldats allemands. Ah non. Wehrmacht. Oui. Et ils vous ont nourri. Oui, ils ont essayé de nous taper. Voilà la fin de mon histoire. C'est donc à Trotzberg que Charles est libéré. De retour à Paris, il retrouve sa mère, 3 sœurs et un frère. 2 de ses frères et son père ont péri. Après plusieurs séjours en maison de repos, il reprend son métier de mécanicien dentiste en 1948, puis, après son mariage en 1950, il est commerçant en vêtements. Charles Naparstek a 2 enfants et 4 petits-enfants.